Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour, tu vas bien? Oui, très bien, je te remercie. Alors, je voulais juste, avant de commencer la conférence, on va juste s'assurer que tout fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez marquer OK dans la fenêtre de chat qui se trouve en bas et à droite de votre écran? Comme ça, au moins, on est sûr que vous nous entendez. Parfait. Bon, impeccable. Parce qu'une fois, ça suffit. Super. On va pouvoir démarrer dans une petite minute. Le temps. Que les retardataires arrivent. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont reçu le lien à 16, lien automatique. Bon, en tout cas, j'espère que dans la salle, vous avez la forme aujourd'hui et que vous êtes prêts pour encore découvrir une autre conférence, parce que Nathalie, elle a vraiment la pêche, hein, on discutait juste un petit peu avant, et puis on s'est rencontré également sur Paris le mois, il y a quelques semaines, hein, il y a 2 semaines. Mhm. Et donc, elle va vraiment vous dévoiler des choses formidables. Bah, écoute, j'espère. Voilà. Donc, Nathalie existe vraiment, hein, et pour ceux qui ne l'ont jamais rencontrée, je l'ai rencontrée, voilà. Donc, on a mangé ensemble, donc il n'y a aucun problème. Une petite touche d'humour avant de démarrer et avant d'être sérieux. En attendant les retardataires. Mais on va pas trop attendre parce que ceux qui sont quand même présents là à l'heure, on va quand même respecter, on va quand même vous respecter. Donc, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Nathalie. Ici, oui. Bonjour Mika. Ici Michael Messa et je suis le co-organisateur avec Stéphane Meunier du premier passeport pour un emploi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Nathalie Cariou. Nathalie est une charmante jeune femme et en plus elle est auteure de plusieurs livres dont Osez devenir riche que j'ai lu il y a quelques mois en arrière et Prenez la responsabilité de vos finances. Dans la conférence d'aujourd'hui, Nathalie vous dévoilera des trucs et des méthodes simples pour maîtriser vos finances dans quasi n'importe quelle circonstance de votre vie. Pourquoi j'ai voulu faire intervenir Nathalie? Tout simplement, quand j'ai traversé une période de chômage difficile il y a une dizaine d'années en arrière, il y a une douzaine d'années en arrière même maintenant, ben, on a toujours des problèmes d'argent. Et ben Nathalie, aujourd'hui, elle va vous révéler une méthode simple, des trucs, des astuces que vous allez pouvoir utiliser si vous aussi vous êtes dans la panade financièrement et que vous avez envie de vous en sortir. Vous pourrez bien évidemment poser vos questions à Nathalie à la fin de cette conférence, je lui transmettrai et elle vous répondra avec plaisir. Nathalie, c'est à toi de jouer. Merci beaucoup Michael. Donc, bonsoir à tous. Je suis très contente d'intervenir dans ce passeport pour un emploi. Merci à Mika, merci à Stéphane de m'y avoir invité et merci bien évidemment à vous qui êtes en train de m'écouter, eh bien d'être là en cette fin de journée, en cette fin de vendredi. Donc, passeport pour un emploi, ben, j'imagine que la plupart des personnes qui vous ont parlé, les plupart des conférences, vous ont parlé d'emploi. Donc, comment trouver un job, comment faire un CV, comment présenter sa plus belle voix, ça c'est pour tout à l'heure, ou son plus beau visage, comment être motivé, peut-être aussi trouver le bon job, celui qui vous convient. Et donc, ça peut tout à fait paraître étonnant que, eh bien, moi, je ne vous parle pas d'emploi, mais je vous parle d'argent. Ah, je vais essayer de faire avancer mon bidule correctement. J'arrête. Première chose, attendez que je trouve
le truc pour avancer. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle d'argent et pas d'emploi? Eh bien, je pourrais citer Coluche qui disait il y a quelques années, à la télé, ils disent tous les jours, il y a 3 millions de personnes qui veulent du travail. Ce n'est pas vrai. De l'argent leur suffirait. Autrement dit, on va s'intéresser à l'une des raisons qui probablement vous pousse à rechercher un emploi, à savoir avoir des revenus. Alors bien évidemment que ça n'est pas la seule et unique raison pour laquelle on va travailler, pour laquelle on va se mobiliser pour chercher un job. On va également le faire parce qu'on a envie d'apporter quelque chose. On va le faire parce qu'on a envie de s'occuper. On va le faire parce qu'on a envie de s'amuser. Moi, j'avoue que j'ai eu la chance tout au long de ma vie de travailler plus à m'amuser que pour l'argent. Je vais vous en parler dans 2 minutes. Néanmoins, il y a aussi une raison pour laquelle on veut travailler, pour laquelle on cherche un job, c'est le fait d'avoir des revenus, d'avoir de l'argent. Donc, ce soir, nous allons parler argent, nous allons parler finance. Et est-ce que ça marche cette fois-ci? Non. Je vais définitivement essayer de trouver mon truc. Voilà. Et mon objectif, c'est de vous aider à maintenir une bonne santé financière avant et après avoir trouvé du travail. Donc non seulement quand vous allez retrouver un poste, mais aussi si vous êtes en ce moment dans une période de transition qu'on appelle parfois le chômage. Alors, c'est un joli mot puisque chômage veut dire que vous ne faites rien et on va voir que c'est vrai au regard de l'argent, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de travailler dans une période de chômage pour gagner de l'argent. Pour autant, j'imagine que vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ce que je voudrais aussi, au travers de cette conférence, eh bien, c'est que dans ces différentes choses que vous avez à faire, il n'y ait pas de moment passé à stresser à cause d'une santé financière, on va dire, un petit peu défaillante ou en vous disant « Ah oui, mais quand même, c'est épouvantable parce que je n'ai pas assez ou je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. » On s'aperçoit que la plupart des personnes qui sont dans cette période de transition, qui sont au chômage, ou qui ont d'ailleurs un job où ils se disent que peut-être un de ces quatre, ils vont avoir à le quitter parce que l'entreprise ne va pas bien, ça peut être aussi une autre circonstance, eh bien, les études montrent que ce n'est pas l'argent du présent qui manque, c'est la perspective. C'est-à-dire que les personnes stressent non pas parce que dans le présent, il manque réellement d'argent pour assumer le quotidien, encore que on va y revenir, mais ce n'est pas ça le motif principal d'inquiétude. Le motif principal d'inquiétude, c'est le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si ça s'arrête? Qu'est-ce qui va se passer si j'arrive au bout des 2 ans, des 3 ans de chômage et que à ce moment-là, mes revenus vont encore diminuer? Et donc, paradoxalement, la période de chômage est une période sur laquelle on va stresser plutôt pour l'avenir que pour le présent. Donc nous, on va essayer de se concentrer sur le présent et on va essayer de se concentrer sur ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez traverser toutes les périodes de votre vie avec un maximum de zénitude, comme on dit. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, eh bien d'abord, on va regarder ce qui s'appelle, ou ce que j'appelle une bonne santé financière. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé financière? On va également parler d'une chose que j'ai appelée une bonne nouvelle, à savoir que la bonne santé financière, ça se travaille, ça s'apprend. On peut faire quelque chose pour. Et donc, on va regarder ce que l'on peut faire pour. Alors, je vais vous donner dans cette conférence une ligne directrice. J'ai vraiment envie de partager avec vous une ligne directrice, de partager avec vous ce que je pourrais appeler une philosophie, également un état d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ. Maintenant, dans les questions ensuite, vous pourrez me poser toutes les questions techniques, pratiques, concrètes que vous voulez et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc si je ne donne pas
autant de trucs très très concrets que vous voulez pendant cette conférence, pas d'inquiétude, vous me posez la question après et je vous donnerai tout cela avec grand plaisir. Néanmoins, le comment suit toujours le pourquoi. Donc avant de s'intéresser à comment on fait les choses, il faut commencer déjà par comprendre quel est l'état d'esprit, quelle est la stratégie qu'il y a derrière, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Troisième chose que l'on va voir, c'est pourquoi c'est important d'avoir une bonne santé financière en toutes circonstances. Et alors, ça peut paraître évident, on va dire, bah oui, c'est mieux d'être en bonne santé financière qu'en mauvaise santé, c'est mieux d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir, encore que ce n'est pas que ça, la bonne santé financière, ça n'est pas que le montant d'argent que vous avez. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à redire, effectivement, pourquoi est-ce que c'est important, quelles sont les conséquences en quelque sorte d'une mauvaise santé financière. Et je préfère dire les choses et enfoncer le clou plutôt que d'être dans un univers de non-dit. Pourquoi le chômage est la période idéale pour créer sa bonne santé financière? Donc ça, c'est probablement un paradoxe, quelque chose qui peut choquer certains d'entre vous, mais vous allez vous rendre compte que pour des raisons que j'ai indiquées et même d'autres qui me sont venues depuis, eh bien, il y a des milliers de bonnes raisons qui font que le chômage est la période idéale pour créer sa bonne santé financière, autrement dit, pour s'y mettre, pour se mettre à s'occuper de son argent. Et puis, on verra les 6 premières étapes pour démarrer. Donc, avant ça, et bien que Miguel ait déjà fait une présentation succincte de ma personne, donc je vais vous dire un petit peu qui je suis. Je suis coach en intelligence financière, je suis spécialiste de la relation à l'argent. En fait, un coach en intelligence financière, c'est un nouveau métier. C'est un métier qui va certainement se développer dans les années qui viennent. Je pourrais dire que, alors je ne l'ai pas créé parce qu'il existe aux États-Unis depuis très longtemps, mais je fais certainement partie des premières à l'avoir importé sur le territoire français. Et c'est un métier qui me situe dans la catégorie des professionnels de l'argent. En parallèle, je ne vais pas dire comme, parce que je ne voudrais pas que vous m'assimiliez ni à un banquier, ni à un conseiller en patrimoine, ni à un assureur, mais en parallèle aux banquiers que vous allez rencontrer, aux conseillers en patrimoine que vous pouvez éventuellement conseiller, à qui vous pouvez vous adresser pour qu'ils vous conseillent. Mais quand vous n'allez voir ni le conseiller en patrimoine, ni parfois votre banquier, eh bien, j'ai des clients qui viennent me voir et qui viennent me voir pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont envie de gagner plus d'argent, soit avec leur activité, quand ils ont une activité d'entrepreneur ou d'indépendant, soit parce qu'ils veulent gagner plus en investissant, c'est-à-dire qu'ils veulent apprendre l'univers des investissements et en quelque sorte gagner de l'argent sans travailler. Donc, on vient me voir pour gagner plus, soit avec son activité professionnelle, et je travaille donc avec des entrepreneurs pour leur apprendre à développer leur clientèle, parce que ce n'est pas le tout de se mettre à son compte, encore faut-il après avoir les clients et l'argent qui vient avec. Or, si vous pensez qu'il suffit de vous installer pour que les choses se mettent en place et qu'il y ait des gens qui poussent votre pas de porte, si vous avez une boutique, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Et puis, eh bien, certaines personnes vont avoir envie de créer ce qui s'appelle la liberté financière, à savoir, on pourrait dire ne rien faire, ou en tout cas ne pas avoir une activité directement marchande, directement monétisable, tout en continuant à avoir des revenus. Il fut un temps, on appelait ça un rentier. On vient me voir également pour savoir s'occuper de ses finances et pour certaines personnes, simplement, et c'est déjà beaucoup, pour vivre en bonne entente avec leur argent, avec l'argent. Donc cela concerne les particuliers, cela concerne les entrepreneurs dans leurs problèmes avec l'argent, et je n'ai pas forcément dit des problèmes d'argent. J'ai parmi des clients des personnes qui sont au chômage, des personnes qui sont au RSA, des personnes qui sont dans des minimums de rémunération, et j'en ai d'autres qui ont vraiment un maximum de rémunération, mais qui, même s'ils ont beaucoup d'argent, ont quand même des problèmes avec l'argent parce qu'ils ne vivent pas en bonne entente avec cette substance ou cette ressource un petit peu particulière.
je voudrais partager avec vous ce slide qui me semble extrêmement important et intéressant, qui au démarrage me concerne, donc c'est les piliers de mon activité professionnelle, sur quoi je m'appuie pour pouvoir accompagner un certain nombre de personnes. Et puis en faisant ce slide, je me suis rendu compte que non seulement ça valait pour moi, mais ça valait probablement pour tout le monde. Et donc, d'ailleurs, tout le monde en poste ou hors poste. Et donc, même si là, pour le coup, on n'est pas directement dans l'argent et dans le thème de la conférence, je me suis dit que c'était bien aussi que de pouvoir le partager avec vous et que vous puissiez le prendre comme une source d'information ou de questionnement par rapport à vous. Donc, les piliers de votre activité professionnelle, ça devrait être quoi? Ça devrait être des connaissances dans un domaine particulier. En ce qui me concerne, ce sont des connaissances dans le domaine de l'argent, que ça va du patrimoine à la gestion d'une entreprise, en passant par un côté psychologique, puisque je suis aussi psychologue de formation, pour comprendre ce qui se passe dans le rapport à l'argent. Donc tout ça, c'est un ensemble de connaissances. Quand vous vous adressez à quelqu'un, il vaut mieux qu'il ait les connaissances sur le sujet dont il parle ou qu'il veut traiter. Et c'est la même chose pour vous. Quand vous vous vendez en entretien, bien évidemment, vous allez mettre en évidence vos connaissances. Mais si vous ne faites que ça, et ça c'est d'ailleurs une chose que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire qu'elles ne font en entretien d'embauche que de parler de leurs connaissances. Mais elles oublient un deuxième axe extrêmement important qui est de partager la motivation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Alors on peut parler de la motivation, on peut parler de l'envie. En ce qui me concerne, la motivation, l'envie, c'est l'envie de transmettre ce que je sais à un maximum de personnes, mais c'est aussi l'envie que les personnes à qui je m'adresse ou qui viennent vers moi à un moment donné, que ce soit pour une conférence comme celle-ci, que ce soit au travers d'un livre, que ce soit en formation, que ce soit en coaching individuel, peu importe comment ils viennent à moi, en tout cas, ça peut être des formations aussi sur Internet d'ailleurs, dans tous les cas de figure, ce qui m'intéresse, c'est aussi de leur donner la permission d'aller un pas plus loin et notamment de faire ce qu'ils veulent sans s'arrêter à l'état de leur porte-monnaie. Vraiment, je pense que si j'avais une mission de vie dont on parle parfois, c'est aider les gens à mettre en œuvre leurs rêves, mettre en œuvre ce qu'ils ont véritablement envie de faire dans la vie, sans s'arrêter à l'état de leur porte-monnaie. Je dis parfois, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie, ça n'est pas votre portefeuille, ou votre porte-monnaie, ou votre compte en banque. Donc ça, c'est ma motivation à moi, mais si vous allez demain à un entretien, c'est aussi important et que vous soyez motivé, mais ça j'imagine que vous l'êtes, mais aussi que vous partagiez cette motivation avec la personne qui est en face de vous. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez mettre du carburant dans le moteur. Et la personne en face va dire, ah oui, effectivement, non seulement cette personne, elle a des compétences, elle a des connaissances, c'est le pôle numéro 1, mais aussi je sais pourquoi elle fait ce métier, ou je sais pourquoi elle vient me voir. Donc c'est extrêmement important. Troisième chose, l'expérience. Alors l'expérience, c'est une chose que l'on partage également, par exemple, au travers d'un CV, puisqu'on va mettre ses expériences. Néanmoins, la plupart du temps, l'expérience est mal exploitée ou mal utilisée, ou en tout cas, on ne se rend pas compte que derrière ça, il y a deux choses tout à fait importantes. La première chose, c'est que derrière l'expérience, ce qui compte vraiment, c'est le lien que je crée avec mon auditoire. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas de dire, voilà tout ce que j'ai fait dans ma vie. On peut utiliser l'expérience comme une preuve de connaissance ou comme une preuve de compétence. Mais je vous déconseille de ne faire que ça, parce qu'à ce moment-là, vous allez manquer les deux autres aspects. Et les deux autres aspects, c'est quoi? C'est la connexion. C'est au travers de mon expérience, je vous dis, j'établis un lien avec vous. À partir du moment où nous avons à un moment donné la même expérience, je suis apte à comprendre ce qui se passe dans votre vie et donc on va établir un lien.
Et c'est de cette manière-là dont vous devriez vous servir également de votre expérience. Si ce n'est en CV, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas en entretien, c'est-à-dire de montrer comment, parce que vous avez cette expérience, vous comprenez la situation de l'autre. En définitive, vous savez que ce que l'on dit, c'est que quel est le sujet qui intéresse tout le monde sur cette terre? C'est lui-même. Et le deuxième sujet qui intéresse tout le monde sur cette terre, c'est lui-même. Donc une fois que vous parlez aux gens en lui disant, mais attendez, voilà en quoi mon expérience fait que je vous comprends, tout de suite ils vont être beaucoup plus contents que si vous leur dites, voilà quelle est mon expérience, et mon expérience dit que je suis compétente. Donc on passe de grâce à mon expérience, je vous comprends à, et on oublie plutôt, grâce à mon expérience, je suis compétent ou compétente. Deuxième aspect de l'expérience, eh bien c'est l'unicité. L'unicité, c'est quoi? C'est qu'une expérience, effectivement, ça crée de la connexion avec l'autre, mais ça donne aussi un tissu particulier à chaque individu. Et donc, dans une expérience, il y a mon unicité, le fait que je suis moi, que je suis une personne unique, que je suis qui je suis, et que même d'autres personnes qui vont faire le même métier que moi, par exemple, eh bien, vont être forcément différents. Donc c'est pour ça aussi, par exemple, que je suis en train je finalise et je crée dès la rentrée de septembre une formation de coach financier. Donc je pourrais être très inquiète en disant mais je suis en train de créer plein de petits concurrents. Mais en définitive, chaque concurrent va avoir une unicité différente et cette unicité va faire que nous allons pouvoir tous cohabiter dans le plus grand bonheur. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, soit sur mes activités, soit sur le métier de coach financier, qui est mon métier, mais qui est aussi celui que je vais apprendre dans cette formation pour devenir coach financier, vous n'hésitez pas à aller voir sur le site www.clédelaréussite.fr. Et puis, vous allez aussi, ou bien plus exactement, vous pouvez m'envoyer un petit mail, donc à accueil@clédelaréussite.fr, par exemple, en me disant je suis intéressée par ce métier de coach financier, comment je peux l'apprendre, etc. Et donc, je serai ravie de vous envoyer des infos. Donc ça, c'était effectivement un petit éclairage sur comment bien utiliser un certain nombre d'arguments quand vous allez mettre votre CV et faire votre entretien d'embauche. Alors, mon expérience, puisque je vous ai dit que l'expérience était importante, puisqu'elle donnait l'unicité aux choses, qu'elle permettait également la connexion, mon expérience de l'argent, mon expérience du chômage, alors mon expérience du chômage a été très courte, parce qu'en définitive, lorsque j'ai été amenée, comme je suis sortie de l'école de commerce que j'avais faite, j'ai dû passer 2-3 mois à chercher du boulot, j'ai trouvé un travail assez vite, j'ai commencé à travailler, et puis au bout de 2-3 ans, un petit peu plus, 5 ans en tant que salarié, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc je suis partie, et je suis partie en négociant un départ. Je n'avais pas une somme du tout faramineuse, en plus c'était une petite entreprise, ils n'en avaient largement pas les moyens, mais j'avais la possibilité de toucher le chômage. Et ce que j'ai fait très bêtement, et j'avoue que je vous le déconseille très fortement, c'est que à l'époque, il y avait des aides à la création d'entreprise, et on avait soit la possibilité de rester au chômage tout en créant une entreprise mais sans les aides, soit on avait la possibilité d'avoir les aides, et dans ces cas-là, on était rayé des effectifs du chômage. Et j'avais trouvé, parce qu'à l'époque j'étais jeune et probablement pas très avertie des choses de l'argent, que c'était pas terrible d'être au chômage et qu'il valait mieux être créateur d'entreprise avec une certaine somme pour se lancer. Moralité, je me suis rendu compte quelques années plus tard que les ACDIC ou le Pôle emploi de l'époque s'étaient débarrassés de moi, entre guillemets, pour une somme qui équivalait à peu près à 2 à 3 mois de revenus. Donc, franchement, à ne pas faire. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui sont au chômage, ont envie de créer une entreprise et se demandent s'ils doivent prendre cette fameuse prime ou pas et qu'est-ce qu'ils doivent faire,
je vous conseille vraiment de trouver la solution pour rester au chômage le plus longtemps possible tout en développant votre activité pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous n'aurez pas le stress de devoir avoir des revenus pour assurer le quotidien, et on va en reparler après. Donc, le chômage pour moi fut bref, puisque une fois que j'ai été entrepreneur, j'ai créé ma première entreprise, puis il y en a eu un certain nombre après, eh bien, j'étais en quelque sorte définitivement rayée des cadres du chômage, enfin des chômeurs, et plus jamais les acédiques ont décidé qu'ils allaient me reprendre. Donc, ça a été tout à fait fini. Néanmoins, comme j'ai créé un certain nombre d'entreprises dans mon existence, eh bien, mon parcours avec l'argent a ressemblé à ça. Donc, on est monté parfois, et puis pouf, je suis redescendue à chaque fois que j'ai recréé une entreprise. Donc là, j'étais à zéro ou quasiment. Et puis, je remontais, sauf qu'il me fallait à peu près 5 ans pour remonter. Et quand j'étais là, au bout des 5 ans, bah, il se trouve que je commençais à m'ennuyer sérieusement de mon activité. Et donc, j'en ai perdu ma souris. Où est ma souris? Voilà. Et donc, pouf, je redescendais, et je repartais. Donc, ça représente, ces montagnes russes, j'allais dire ma vie avec l'argent et ma vie professionnelle également, puisque ça n'est qu'il y a à peu près 5 ans que je me suis dit, mais quand même, ces montagnes russes, c'est extrêmement fatigant, extrêmement stressant, et il y a peut-être une manière de faire différente. Sait-on jamais? Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à mes finances, chose que je n'avais absolument jamais fait jusque-là. Et donc, ces montagnes russes qui sont mon vécu, j'imagine que un certain nombre d'entre vous doivent avoir la même impression, et notamment, c'est une impression que l'on a très souvent si on ne s'est pas encore intéressé à ses finances, si on n'est pas allé regarder ce que l'on est censé faire du côté de la santé financière. Donc, nous voilà dans l'envie, j'espère, ou en tout cas, j'espère avoir suscité votre curiosité pour cette bonne santé financière. Et la question, c'est qu'est-ce que cette bonne santé financière? Alors, je vais donner 2 définitions, ou 2 parties d'ailleurs de la définition, parce que je pense que c'est l'un plus l'autre qui fait la bonne santé financière. C'est d'avoir toujours suffisamment pour couvrir ses besoins mensuels, donc avoir toujours suffisamment sur son compte ou dans ses poches pour couvrir ses besoins mensuels, ne pas se dire à un moment donné, tiens, je n'ai plus d'argent qui rentre, mais savoir que quoi qu'il se passe en quelque sorte, l'argent va être là. Et pour que cela fonctionne, eh bien, cela va supposer de ne pas faire dépendre ses finances de son niveau d'activité. C'est quoi son niveau d'activité? C'est est-ce que, alors si vous êtes indépendant, c'est est-ce que j'ai des clients ou est-ce que j'en ai pas? Et si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous êtes en poste ou salarié, eh bien c'est est-ce que j'ai un emploi ou est-ce que j'en ai pas? Ou est-ce que je suis au chômage ou est-ce que je suis au RSA? Bien évidemment, entre le RSA, le chômage et votre précédent job, il y a des paliers au niveau financier. Et puis, le chômage est une période où effectivement, on n'a pas d'activité salariée, c'est sa définition. Donc, avoir toujours suffisamment d'argent pour couvrir ses besoins mensuels, et 2, ne pas faire dépendre ses finances de son niveau d'activité. Vous voyez que là-dedans, dans cette notion de bonne santé financière, il n'y a pas de montant. Il n'y a pas, je ne dis pas, il faut gagner 1 000 € par mois pour être en bonne santé financière, ou il faut gagner 3 000 € par mois pour être en bonne santé financière, ou 5 000, ou 10 000, ou 25 000. Il y a juste un positionnement par rapport à vos besoins. De la même façon que je parle de besoins mensuels, certains vont me dire oui, mais mes besoins ils sont plus importants que les autres, d'autres vont me dire bah, les besoins ça peut se réduire. La réponse est oui. À vous de regarder quel est le minimum que vous estimez nécessaire pour vivre comme vous avez envie de vivre, et à partir de là, on va appliquer la définition, avoir suffisamment pour couvrir ses besoins mensuels. Alors en graphique, ça donne quoi? Ça donne ce petit schéma où vous avez
d'une part, donc vous avez un axe, un abscisse, un ordonnée pour ceux qui sont des scientifiques, et je vous ai mis une barre qui est le montant de vos besoins mensuels. Et la question, c'est quelle est la situation que vous préférez? Alors, je vous en mets une première à l'écran. Cette première situation, c'est une courbe de revenus, donc avec des revenus qui varient. Et ces revenus, eh bien, parfois, vous emmènent en dessous de vos besoins, voire très en dessous de vos besoins, et puis peut-être au-dessus. Là, on est quasiment à hauteur des besoins, et on redescend, on est en dessous des besoins. Donc, ça, c'est une situation, et ça, c'est la situation que l'on rencontre chez la plupart des personnes qui n'ont jamais réfléchi à ce concept ou qui vont, et je vais vous le répéter plusieurs fois par la suite, associer l'emploi et l'argent. Mauvaise idée. Alors, voilà la première situation. Deuxième situation, ce que j'appelle la bonne santé financière, eh bien, vous avez aussi des revenus qui peuvent varier. On pourrait dire que quand vous êtes en haut de cette courbe, c'est peut-être les périodes où vous avez un emploi. Et puis quand vous êtes en bas, c'est peut-être les périodes où vous n'avez plus d'emploi. Mais par contre, vous avez fait le nécessaire pour que votre argent rapporte de lui-même, travaille de lui-même, et que donc, quoi qu'il se passe, vos besoins mensuels soient couverts. Voilà. Et j'imagine que si vous regardez les deux courbes, vous vous dites que celle-là est plus sympathique que la précédente. Si vous n'en êtes pas convaincu, je peux partager mon expérience là-dessus. Je vous assure que c'est nettement plus sympathique. Je vous parlais tout à l'heure de montagnes russes. Cette courbe-là, elle fait aussi des montagnes russes. Aujourd'hui, je ne suis pas trop dans les montagnes russes, mais si ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, je recréerai peut-être une autre activité, donc je redeviendrai peut-être à cet endroit-là sans revenu, que sais-je. Néanmoins, alors qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans en arrière, eh bien, quand je crée une activité, ça n'était pas au niveau de la barre rouge que j'étais, mais c'était au niveau de la barre blanche, tout en bas. Eh bien, maintenant, je sais que, quelles que soient les montagnes que peuvent faire mes revenus d'activité, j'ai un plancher qui fait que mes besoins mensuels sont tout à fait assurés, voire même plus que mes besoins mensuels. Et lorsque l'on me pose la question, je réponds effectivement, aujourd'hui, que je travaille ou que je ne travaille pas, j'ai le même train de vie. Et pour moi, c'est ce qui va s'appeler la liberté financière ou l'indépendance financière. Donc, qu'est-ce que l'on retire de cela? Et eh bien, je vous propose une bonne et une bonne nouvelle. La première, elle est évidente, c'est que la bonne santé financière, ça s'apprend. Ça se travaille, ça se construit et ça se construit dans le temps. On ne peut pas imaginer juste claquer les doigts et dire ça y est, j'ai réglé le problème. Donc il y a quand même un phénomène qui se fait petit à petit avec un allié majeur qui est celui du temps. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que dès qu'on parle de temps, le plus tôt est toujours le mieux. Dès qu'on parle de temps, on est dans maintenant, dans hier éventuellement, mais hier, vous ne pouvez pas le réécrire. Donc, comme vous ne pouvez plus réécrire par rapport à hier, vous allez écrire par rapport à maintenant. Dès qu'on parle de bonne santé financière, on est dans maintenant et on n'est jamais dans demain. On n'est jamais dans plus tard. On n'est jamais dans quand je vais retrouver un emploi, je me remettrai à faire correctement les choses. Non, c'est maintenant. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est encore plus maintenant que vous êtes au chômage que c'est la bonne solution. Donc, première bonne nouvelle, ça se construit dans le temps et ça se construit à partir de maintenant, c'est-à-dire que le plus tôt sera mieux. Deuxième nouvelle, qui peut être bonne ou mauvaise selon que vous êtes un optimiste ou un pessimiste, c'est que cette bonne santé financière, elle ne se fera pas par hasard. Je ne connais pas de personne qui ait une bonne santé financière par hasard, en tout cas sur la durée, parce que même si vous jouez au loto, même si vous héritez, c'est chouette, mais si vous n'avez pas réglé la manière de bien gérer votre argent, ça ne va pas durer.
Si vous n'avez pas réglé votre relation personnelle avec l'argent, ça risque de ne pas durer non plus. Donc, ça ne se fait pas par hasard. Il va falloir y travailler activement. Et c'est une autre démarche que celle de trouver un emploi. Donc, vous avez d'un côté, vous allez avoir, vous êtes gâté ce soir, puisque en sortant de cette conférence, non seulement vous avez appris ce que vous saviez déjà, que vous deviez, pour un certain nombre d'entre vous, trouver un boulot, mais en plus, vous savez que non seulement vous devez trouver un boulot, mais vous devez aussi travailler à vous occuper de votre argent. Et ça n'est pas la même chose. On va y revenir juste après. Donc, ça ne se fera pas par hasard. Vous avez besoin d'y travailler. C'est autre chose que de trouver un boulot, que de s'occuper de son emploi professionnel, de son activité professionnelle. Là, on ne s'occupe pas de son activité professionnelle, on s'occupe de son argent. Et eh bien, cela suppose donc effectivement de comprendre ce qui se cache derrière, d'où le pourquoi de cette conférence, parce que je voudrais vraiment que vous changiez votre état d'esprit par rapport à ça. Ça demande d'être conscient des choses à faire et puis bien évidemment de faire ce qu'il y a à faire. On y revient un petit peu plus tard. En quoi est-ce que ça pourrait être une bonne nouvelle, le fait d'être dans une démarche active? Eh bien, c'est que je crois fondamentalement qu'on est sur cette terre pour apprendre. Je crois aussi que quand on apprend à faire avec l'argent, eh bien, c'est une compétence qu'on emporte partout. Donc, une fois que vous avez appris à un moment donné dans votre vie, parce que les circonstances vous ont mis en face du problème, généralement, on est toujours un petit peu paresseux en tant qu'être humain. Donc, la plupart du temps, on attend d'avoir un problème pour commencer à le résoudre. Mais on peut imaginer que là, aujourd'hui, là où vous êtes peut-être tout à fait prêt à vous occuper de ce problème-là, peut-être même avant qu'il soit ou crucial ou même qu'il se soit révélé, donc c'est tant mieux. Et donc, vous allez apprendre des choses par rapport à la manière de vous occuper de votre argent et en apprenant ces choses, eh bien, vous allez ensuite avoir une compétence qui fait que vous allez pouvoir la transporter partout. Et ça, c'est un autre des miracles de mon métier. C'est-à-dire que lorsque je travaille avec des personnes sur leur relation à l'argent, sur comment faire pour créer leur liberté financière, pour rééquilibrer leur compte, enfin peu importe, je travaille certes dans le présent, c'est-à-dire pour que ça aille mieux à échéance de 3 mois ou à échéance de 6 mois, mais je travaille aussi à leur donner une compétence qui fait que quoi qu'il arrive dans leur vie, en toutes circonstances, ils vont savoir faire. Et donc, c'est les finances ou la finance, et notamment les finances personnelles et la gestion de nos finances personnelles, c'est exactement comme le vélo. C'est-à-dire que une fois qu'on l'a appris, on va pouvoir toute sa vie remonter sur un vélo, pédaler et avancer. Donc c'est plutôt pratique parce que ça donne un excellent moyen pour avancer en toutes circonstances. Justement, pourquoi c'est important de prendre conscience de ce que je suis en train de vous raconter, donc de la nécessité, entre autres, de s'occuper de son argent, de la nécessité de maintenir une bonne santé financière, de la nécessité de comprendre que la bonne santé financière, ça n'est pas la bonne santé professionnelle, ça n'est pas du tout la même chose. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, la première chose, c'est que, on l'a vu au travers de mon petit graphique tout à l'heure, quand on est dans une bonne santé financière, on va traverser les hauts et les bas d'une activité professionnelle sans inquiétude. Or, l'activité professionnelle est probablement beaucoup plus fluctuante que l'état de vos finances. Si on regarde bien sur une période assez large, on va s'apercevoir qu'il y a plus de chances que vous ayez des hauts et des bas professionnels, des périodes où il y a des clients, des périodes où il n'y en a pas, des périodes où vous êtes au chômage, des périodes où vous avez du boulot, et que ça, si vous le dissociez complètement de vos finances, eh bien vous allez vous rendre compte que les finances sont plus stables dans le temps. Donc, première chose, évitez d'être soumis au risque de licenciement, au risque de chômage. Évitez ce que j'appelle le drame d'un licenciement au mauvais moment.
alors le mauvais moment, c'est soit parce que vous êtes juste à une période où il ne faudrait pas, parce que vous venez de souscrire un crédit et que vous avez besoin de le rembourser, donc c'est épouvantable d'être au chômage à ce moment-là, ou d'avoir moins de revenus à ce moment-là, ça peut être un mauvais moment. Mais pour certaines personnes, et on est encore plus dans des drames, lorsqu'on a des licenciements économiques avec des entreprises qui ferment alors que la femme et l'homme travaillent dans la même usine, que ça fait 40 ans qu'ils travaillent dans cette usine-là et qu'ils sont à 2 ans ou à 5 ans, à 2 ans de la retraite encore, c'est presque pas le pire, mais qui sont à 5 ans ou à 10 ans de la retraite, c'est parfois une véritable catastrophe. Et donc, ça va être extrêmement important de comprendre et de mettre en place un certain nombre de choses par rapport à vos finances, à votre bonne santé financière, justement pour que que ce type de drame ne vous arrive jamais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous trouviez jamais en situation que le licenciement soit la pire des choses pour vous. Bien sûr, vous allez apprendre une compétence qu'on ne vous a pas appris à l'école. Et quand je dis une compétence qu'on ne vous a pas appris à l'école, on pourrait dire, bon, bah, ok, on ne me l'a pas appris, on s'en fiche, ça y est, c'est passé, de toute façon, je ne vais pas retourner à l'école de sitôt. Néanmoins, et d'une, c'est une compétence indispensable, et de deux, je répète ce que je disais tout à l'heure, vous allez donc l'apprendre, l'intégrer, et une fois que vous la savez, vous ne la perdez plus, c'est-à-dire qu'en toutes circonstances, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour que vos finances aillent bien. Et croyez-moi, ça donne un sentiment de réalisation, de tranquillité, de sécurité assez conséquent. Donc vraiment, pourquoi? Parce que vous savez que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous êtes capable de générer de l'argent, non pas parce que les circonstances extérieures en ont décidé ainsi, mais parce que vous avez la compétence à l'intérieur, vous avez compris un certain nombre de choses, vous avez aussi créé des ressources pour ça, parce que ce n'est pas que de l'état d'esprit, c'est aussi justement, je parlais tout à l'heure des connaissances et des compétences que vous avez développées pour, dans ce domaine-là de la finance au sens large. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, vous êtes équipé, vous avez un équipement supplémentaire. Exactement comme, je pourrais vous donner une image, je pourrais vous dire, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ne savent pas nager. Il y a de moins en moins de personnes qui ne savent pas nager, mais il y a encore des gens qui ne savent pas nager. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas nager et trouvez-vous au bord de la mer ou au bord d'une piscine ou au bord d'un cours d'eau, ou même on va aller plus loin, vous prenez un bateau, même un bateau de croisière, vous êtes dans votre bateau, donc sur l'eau, c'est-à-dire sur un élément que vous ne maîtrisez pas et dans lequel vous vous dites que si vous tombez à l'eau, ben vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Si vous êtes dans cette situation-là, vous allez vous rendre compte que c'est quand même assez insécurisant. Alors que, et je suis sûre que vous n'en avez même pas conscience, pour toutes les personnes qui savent nager, eh bien, vous portez en vous l'assurance, c'est pas du 100%, on est d'accord, mais une assurance intérieure que si vous tombez à l'eau dans un ruisseau au bord duquel vous êtes en train de passer, si vous êtes au bord de la mer et que vous tombez à l'eau, je ne sais pas ce qui peut se passer d'ailleurs, vous êtes sur une digue et vous tombez, eh bien vous avez l'assurance intérieure, la sécurité intérieure que dans 90% des cas, vous saurez faire pour vous en sortir. C'est-à-dire que vous saurez sortir de l'eau puisque vous avez les outils qui sont le fait que vous savez nager. Et cet outil-là, il est intégré. C'est la même chose pour l'argent. C'est à partir du moment où vous avez intégré les outils, eh bien, vous savez nager dans l'océan de l'argent. Voilà. Autre raison pour laquelle c'est important, eh bien, pour se donner la possibilité de choisir sa voie, des personnes qui, effectivement, à un certain moment, vont décider il n'y a pas que moi qui m'ennuie dans mon job, hein, il y a d'autres personnes. Et donc parfois, des personnes vont dire bah, j'ai envie de changer de voie, j'ai envie de créer mon activité, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de recommencer à zéro, j'ai envie de recréer une deuxième entreprise, je ne veux plus être banquier, je préfère être fleuriste, ou je ne veux plus être fleuriste, je préfère être banquier. Ça marche aussi. Bref, des personnes qui veulent choisir leur voie, qui veulent changer
de voie à un moment donné, notamment pour aller vers l'entrepreneuriat. Et lorsque vous allez vers l'entrepreneuriat, quand vous créez une activité, c'est clair que si vous n'avez pas pensé à votre santé financière avant, ça va être extrêmement compliqué. Donc, certaines personnes ne vont pas y aller parce qu'elles n'ont pas pensé à leur situation financière et qu'elles ne peuvent même pas se permettre 1 mois, 2 mois ou 3 mois sans rémunération. Et des personnes vont y aller en ayant de quoi peut-être vivre 6 mois ou vivre 1 an, mais à ce moment-là vont se mettre un stress énorme parce qu'il va falloir que l'activité se développe en 1 an et qu'elle devienne complètement rentable en 1 an, et c'est quelque chose qui est parfois un tout petit peu compliqué, surtout si vous ne l'avez jamais fait, si vous ne savez pas faire. J'allais dire, dans ces cas-là, venez me voir, je vous aiderai. C'est encore autre chose. Et puis, donc, dernière bonne raison, et pourquoi c'est important de s'occuper de sa santé financière, eh bien, si vous êtes justement dans cette période de chômage, dans cette période de transition, le fait de vous être intéressé à vos finances avant, et en tout cas à partir de maintenant, va vous permettre de vous donner du temps pour trouver votre job, le job de vos rêves, ce que vous avez particulièrement envie de faire. C'est important. J'ai entendu écouter l'autre jour la conférence de Sophie Guédon qui effectivement insistait là-dessus. Donc c'est oui, c'est extrêmement important, mais pour le faire, il faut que vous vous soyez donné les moyens. Et l'argent est avant tout un moyen de faire des choses. Souvenez-vous, ça n'arrive pas tout seul. Donc il va falloir faire des choses, il va falloir s'en occuper. Avant de vous donner une espèce de plan en 6 étapes pour démarrer sur ce chemin de je commence à m'occuper de ma santé financière, eh bien, déjà, pourquoi le chômage, pourquoi la période de transition, pourquoi les périodes de chômage sont les meilleures périodes pour apprendre l'argent, pour apprendre la bonne santé financière? Ça n'est a priori pas ce que l'on pense quand on est au chômage. Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on stresse à cause de l'argent qu'on n'aura plus après, parce qu'éventuellement on en a moins ou un peu moins que quand on était en activité, et surtout parce qu'on a intégré que être au chômage, c'est être dans la merde. Donc, clairement, si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'inconscient collectif dit soit vous êtes au chômage et vous vous dites oh aïe aïe, je suis dans la panade, ça va pas, d'ailleurs je suis éventuellement un loser parce qu'en plus j'ai perdu mon job, donc avec un peu de chance c'est j'ai pas de boulot, donc je ne suis pas intégré dans la société ou je suis pas actif par rapport à la société, et quoi d'autre, et en plus je ne gagne pas d'argent et donc je suis plutôt, voire même beaucoup, dans la panade. Ça c'est le premier, c'est la première version de ce que notre inconscient collectif nous a dit. La deuxième version de l'inconscient collectif, c'est de dire si vous vous réjouissez d'être au chômage, alors vous êtes un profiteur. Ou alors un branleur, ou alors vous profitez du système, ou voilà. Donc vous avez le choix entre vivre mal votre chômage, première chose, et dans ce cas-là, vous êtes acceptable au niveau social. Ou bien le deuxième choix, c'est de vivre bien votre chômage, mais à ce moment-là, avec le regard d'une société qui dit vous êtes juste en train de profiter du système, alors qu'il y en a tellement d'autres qui aimeraient bien être dans votre situation, mon œil d'ailleurs. Bon. Donc, tout ça pour dire que on a une vision du chômage qui est pas neutre, puisque forcément, on récupère à un moment donné les messages sous-jacents dans une société. Or, on peut aussi regarder, et je vous invite vraiment à regarder, que le chômage est une période tout à fait particulière, puisqu'on gagne de l'argent sans travailler, on gagne de l'argent sans emploi salarié. Et gagner de l'argent sans travailler, eh c'est un concept qu'on manipule lorsqu'on parle de liberté financière, lorsqu'on parle d'indépendance financière, et c'est celui de revenu automatique. Autrement dit, lorsque vous êtes au chômage, vous êtes dans la situation du rentier, vous êtes dans la situation rêvée, vous êtes dans la situation dont rêvent tous mes clients qui viennent me voir
parce qu'ils veulent avoir cette indépendance financière qu'ils fantasment d'avoir ou qu'ils rêvent d'avoir, qu'ils ont vraiment tellement envie d'avoir. Et vous avez cette chance immense d'être dans une période de votre vie où vous ne travaillez pas et où vous êtes payé à ne pas travailler en termes d'emploi. Je ne dis pas que vous ne faites rien, et je sais que vous faites sûrement beaucoup de choses. Je vous encourage même à rajouter quelque chose sur la liste qui va être « je m'occupe de mon argent », donc vous allez encore moins faire rien. Néanmoins, vous êtes vraiment dans un état que j'appellerais naturel, parce que c'est-à-dire que vous n'avez pas fait quelque chose pour créer des revenus automatiques, vous êtes juste dans un état naturel de revenus automatiques. Il y en a deux qui existent, il y a le chômage. Lorsqu'on est au chômage, on est dans un état de revenus automatiques, on nous paye pour ne rien faire, entre guillemets, même si c'est pendant une période qui est une période mesurée dans le temps, délimitée dans le temps. Donc, le chômage est une période de revenus automatiques naturels. Il y a une autre période de revenus automatiques naturels dans une vie, qui est la retraite. Donc la retraite, si tant est que votre retraite couvre vos besoins, parce que si votre retraite ne couvre pas vos besoins, là, ça va être un petit peu difficile, mais si votre retraite est suffisante, eh bien, vous êtes aussi dans une période où vous avez des revenus automatiques, puisque vous êtes payé pour ne pas travailler, ou sans qu'on vous demande une contrepartie qui s'appelle un emploi, un job, un travail. Néanmoins, donc, le chômage, c'est pendant une période délimitée. La retraite, c'est une période de différée. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre d'avoir 62, 67 ans pour pouvoir avoir le droit à ces revenus automatiques. Donc, si on n'est pas dans ces revenus automatiques naturels, eh bien, on va pouvoir aller les fabriquer. Et donc là, on va rentrer dans la deuxième grande famille des revenus automatiques, ce que mes clients viennent apprendre avec moi, à savoir comment on fait pour avoir de l'argent qui travaille indépendamment de vous. Et là, on va rentrer dans des choses qui sont des investissements. Alors, on va investir plein de choses. On va investir notamment du temps. On va investir de l'argent. On peut aussi investir du savoir-faire. Dans tous les cas de figure, un investissement a un principe qui est très, très différent du travail. C'est que ce qui compte, c'est votre capacité à mobiliser une ressource et quelque part à la mettre sur la table. Et probablement que plus vous mettez sur la table et plus ça va vous rapporter. Mais c'est pas toujours vrai, mais bon, c'est pas grave. Imaginons donc, vous avez là, ce qui est récompensé dans le domaine du revenu automatique et de l'investissement, c'est mettre une ressource sur la table, être capable de l'investir, c'est-à-dire de la mobiliser, de la mettre à disposition, sans être sûr que vous allez avoir un retour sur investissement. Attention. Et donc, vous la mobilisez et l'argent va venir, entre guillemets, en récompense de votre capacité à lâcher, c'est-à-dire à ne pas savoir si demain, vous allez toucher de l'argent grâce à cette mobilisation de ressources. Donc ça, c'est le revenu d'investissement. Le revenu d'emploi, le revenu salarié, il ne fonctionne pas du tout sur cette base-là. Ce n'est pas la question de... on ne récompense pas votre capacité à avoir fait un saut dans le vide, quelque part, même si c'est un mini-saut, mais fait un saut dans le vide. On récompense votre capacité à avoir passé du temps. Et donc, l'emploi salarié, mais aussi l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneur est un employé déguisé, on va dire ça comme ça, même si peut-être des gens qui sont en train de bouillir sur leur chaise, mais tant pis pour eux. Je maintiens que l'entrepreneur est un salarié déguisé, dans le sens où il a échangé son temps contre de l'argent. Donc, échanger du temps contre de l'argent, c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans un emploi. C'est une manière facile de gagner de l'argent. Pourquoi facile? Eh bien parce qu'elle est à disposition de tout le monde, mais ça n'est pas la solution la plus confortable ni la plus rentable. D'abord parce qu'on mobilise son temps, et que si vous mobilisez votre temps, vous ne l'avez plus pour faire autre chose. Ensuite, parce que dans un certain nombre de cas, et notamment, je vous parlais tout à l'heure des cas de personnes qui qui tout d'un coup vivent une catastrophe et vivent la catastrophe d'un licenciement,
eh bien, non seulement vous avez échangé du temps contre de l'argent, mais la clé, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre l'emploi et l'argent, et la clé, c'est un employeur qui l'a, c'est quelqu'un d'autre que vous. Donc, bien sûr, tant que vous êtes dans cette situation-là où vous avez un seul emploi qui vous donne de l'argent, c'est-à-dire que vous avez une seule source de revenus qui vous apporte de l'argent, vous êtes dans une situation d'insécurité, c'est évident. Donc, deuxième avantage. Donc, premier avantage, vous avez des revenus automatiques. Donc, vous pouvez toucher du doigt ce concept de revenu automatique et rien ne vous empêche de décider que vous avez envie que ça dure le plus longtemps possible. Après tout, c'est une vraie bonne décision. Deuxième chose, vous avez du temps pour vous occuper de votre argent. La plupart des personnes que je rencontre et qui sont salariées, quand je leur dis qu'il va falloir consacrer du temps à votre argent, notamment, généralement, c'est un petit 10% de votre temps de travail ordinaire. Ils me répondent « Ah oui, mais non, c'est pas possible parce que j'ai pas le temps. » Vous ne pourrez pas dire « J'ai pas le temps » puisque, a priori, là, vous avez le temps qu'il faut pour vous occuper de votre argent. Et puis, troisième avantage de cette période de chômage, qui fait que c'est la meilleure période pour apprendre la bonne santé financière, eh bien, c'est que ce fameux chômage, et notamment, alors c'est pas tellement le chômage, mais c'est le licenciement, c'est le fait à un moment donné d'être sorti d'un cadre qu'on croyait immuable, eh bien, c'est un électrochoc probablement positif pour penser différemment, donc pour intégrer les différentes choses que je suis en train de vous dire ce soir. Comment faire pour assurer sa bonne santé financière? Les 6 premières étapes, donc je vais vous donner une espèce de mode d'emploi global et puis on rentrera éventuellement dans le détail ensuite au travers des questions. La première chose, je vous l'ai dit, je vous le redis parce que c'est vraiment le point de départ, c'est de dissocier l'emploi et l'argent. J'ai volontairement mis cette photo d'un petit monsieur qui manifestement travaille beaucoup et qui est dans un engrenage très intéressant, mais il n'est absolument pas dit qu'à la sortie de l'engrenage, il va y avoir de l'argent. En l'occurrence, même si un certain président nous a dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus, je vous garantis que ça n'est pas ni la solution la plus productive, ni même la solution tout court pour gagner plus. Donc, ce qui peut servir par contre à gagner plus, c'est de comprendre que l'argent se débrouille très bien pour travailler sans vous, il sait très très bien faire, qu'il a une capacité pour le coup illimitée, puisque lui travaille 24 heures sur 24, vous pas. Il faut bien imaginer que lorsque, alors je vais utiliser une image, mais quelque part symboliquement, lorsque vous mettez même, on va dire 100 euros, pourquoi pas, 1000 euros sur un livret A. Donc, un livret A, vous allez me dire, ah oui, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, vous avez mis 1000 euros sur votre livret A, vous allez avoir 12 euros à la fin de l'année. Donc, effectivement, ce n'est pas comme ça que vous allez devenir milliardaire, en tout cas, pas tout de suite. Néanmoins, si vous regardez bien, ces 12 euros, ils ont été produits comment? Eh bien, ils ont été produits, d'abord vous, sans rien faire, parce que à part aller à la banque ou alors décider sur Internet que vous mettez des sous sur votre livret, ça vous a pris au minimum 5 minutes. Donc, en vrai, c'est quand même 12 euros que vous gagnez à partir de 5 minutes de votre temps. Donc, pour 5 minutes, c'est peut-être pas une si mauvaise rémunération, quand on regarde bien. Bien évidemment, si vous vous dites, bah, oui, si je ramène à, j'ai passé 5 minutes pour mettre les sous sur le livret A, vous allez vous dire, c'est plutôt une rémunération satisfaisante. Si vous vous dites, oui, mais ces 12 euros me servent à vivre pendant toute l'année, là, ça va commencer à devenir un petit peu chaud. Bon. Donc, je suis d'accord que ça dépend ce que vous regardez. Néanmoins, il faut se dire que ces 12 euros, ils ont été produits comment? Eh bien, ils ont été produits à chaque heure du jour et de la nuit pendant 365 jours. Et donc ça, c'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire. Et d'ailleurs, si au lieu d'enlever, au lieu de laisser vos 1000 euros pendant un an, vous les laissez pendant 6 mois, ben, effectivement, vous ne toucherez que 6 euros. Et si vous faites pendant 3 mois, ça sera 3 euros. Et pendant un mois, ça sera 1 euro. Donc, on a bien un rapport au temps, mais un rapport au temps qui est du 24 heures sur 24. J'avais un jour une personne en face de moi qui me disait, ah bah tiens, je gagne 15 euros de l'heure. Alors 15 euros de l'heure, pour certaines personnes c'est acceptable, pour d'autres c'est carrément pas beaucoup.
Alors la question c'est net ou c'est brut? Bon, je ne sais même plus ce qu'il m'avait répondu. Imaginons qu'il m'ait répondu que c'était brut. Voilà, alors, généralement, les gens font la tête en disant bah oui, encore à la rigueur, 15 euros net, pourquoi pas, mais 15 euros brut, c'est carrément l'enfer. Bon. Sauf que, donc c'était bien du 15 euros brut, donc rien de particulier ou particulièrement intéressant, notamment pour les personnes qui pouvaient être en face de lui, parce que les personnes qui étaient en face de lui raisonnaient comment? Raisonnaient 15 euros multiplié par 150 heures par mois. 15 euros par 150 heures, on est grosso modo sur un SMIC. Or, il rajoutait, il prenait beaucoup de plaisir à ça en disant ah oui, mais moi, c'est pas 15 euros fois 150 heures, c'est 15 euros fois 24 heures, fois 7 jours, fois 24 heures, fois 30 jours sur un mois. Et effectivement, à ce moment-là, on se disait ah oui, mais si vous multipliez, vous pouvez faire le calcul chez vous, si vous multipliez 15 par 150, vous allez trouver sûrement que ce n'est pas terrible. Si vous multipliez 15 par 24 et par 30, vous allez vous rendre compte que ça commence à devenir des revenus assez sympathiques. Voilà. Donc, première chose, l'argent travaille très bien sans vous. Dissocier l'emploi et l'argent. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Eh bien, on travaille pour avoir un sentiment de réussite. On travaille pour pour exploiter ses talents. On travaille pour se rendre utile, on travaille pour s'éclater. Ça, pour moi, c'est des motivations premières, c'est des motivations normales en matière de travail. Maintenant, si vous travaillez pour avoir du lien social, si vous travaillez parce que vous avez besoin de ça pour avoir une identité, si vous travaillez pour avoir de l'argent, ce sont des motivations que j'appelle secondaires. Et pour le coup, je pense que à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Autrement dit, le lien social, il se crée ailleurs. L'identité, non, ça n'est pas votre travail. Vous êtes autre chose que votre travail. Et eh bien, l'argent, c'est la même chose. Ça peut être tout à fait autre chose que votre travail. Donc oui, le travail participe à l'argent, participe à l'identité, participe au lien social, à tout ce qui est motivation secondaire. Ça facilite les choses, mais ça n'est pas équivalent. Or, on nous a appris tout petit à l'école que c'était équivalent. On nous a dit travaille dur pour gagner de l'argent. Travaille de l'argent à la sueur de ton front. Et en faisant ça, on nous a appris que l'emploi et l'argent, c'est la même chose. Et moi, je vous dis, je vous le répète, et je veux vraiment que vous l'entendiez, que l'emploi et l'argent, ça n'est pas la même chose du tout. Alors, deuxième chose très importante, deuxième étape, une fois que vous avez compris qu'il faut dissocier l'emploi de l'argent, donc qu'il faut en réalité ne pas considérer que l'emploi est la seule possibilité de ressources que vous ayez, il y en a d'autres, il y a tout ce qui est l'investissement. Eh bien, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir considérer l'argent comme une sphère particulière de votre vie, comme un champ autonome de votre vie, et s'y intéresser en tant que tel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie, vous avez sûrement des amis, donc ça, vous avez tout votre réseau relationnel, ça c'est un champ de votre vie, c'est une des sphères de votre vie. Puis vous avez tout ce qui est loisirs, ou culture, ou sorties, et ça c'est un autre pan de votre vie, dont vous avez aussi à vous occuper. Peut-être vous sortez plus, peut-être vous sortez moins, peut-être que vous allez à tel ou tel type de loisirs, peut-être que vous avez des loisirs plus ou moins actifs parce que vous faites aussi de la musique et que vous n'êtes pas seulement spectateur. Tout ça, c'est la manière dont vous vous occupez de vos loisirs. Et puis, bien évidemment, dans une vie, vous avez probablement à vous occuper de votre santé, soit en faisant du sport, soit en mangeant correctement, ou moins bien, ou en faisant plus ou moins de sport, ou en considérant que ce terrain-là est un terrain plus ou moins important de votre vie. Vous avez des personnes qui ne s'occupent pas de leur santé, vous avez des personnes qui ne s'occupent pas de leurs relations, vous avez des personnes qui ne s'occupent pas de leurs loisirs, et vous avez des personnes, et pour le coup elles sont un peu la majorité, qui ne s'occupent pas de leur argent. Donc tout cela, ce sont des champs autonomes, des parties de votre vie dont il faut s'occuper et il faudrait avoir du temps pour tout ça. Donc après, c'est effectivement, je comprends qu'il y a un problème de temps, mais pour autant, tout ça, ce sont des parties de votre vie en plus de votre activité professionnelle ou de votre activité principale. Sachant que votre activité professionnelle, elle peut être d'ailleurs
rémunératrice, si vous êtes dans un secteur marchand, ou non rémunératrice, si vous êtes un bénévole dans une association. Peut-être que vous avez une activité professionnelle, mais que cette activité principale ne vous rapporte pas d'argent, ou bien votre activité professionnelle va également, votre activité principale pourrait être d'être une maman qui s'occupe de ses enfants, auquel cas ça n'est pas non plus rémunérateur, mais pour autant vous avez bien une activité principale. Et ça n'est pas non plus vos finances, ni votre santé, ni vos loisirs, ni votre relationnel. Alors, je n'ai pas mis le couple, mais bien évidemment, le couple, la famille font partie des domaines aussi de votre vie que vous avez à investir et sur lesquels vous avez à travailler. Donc, deuxième étape, voir l'argent comme un champ autonome et s'en occuper. Et s'en occuper, la manière la plus simple et la plus sûre de s'occuper de quelque chose, eh bien, lorsque l'on s'occupe de quelque chose, on est forcé de leur consacrer du temps. Une manière de savoir que vous vous occupez de vos finances, c'est de savoir que vous consacrez du temps à vos finances. On va revoir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire dans ce temps-là. Mais je vous le disais tout à l'heure brièvement, considérez que pour bien s'occuper de ses finances, pour avoir une bonne santé financière, il faut à peu près investir 10% de son temps de travail salarié ou de son temps de travail ordinaire à ses finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez 35 heures par semaine, vous devriez, ou si vous travaillez avant d'être au chômage 35 heures par semaine, vous devriez consacrer 3,5 heures par semaine à votre argent. Toutes les semaines, y compris quand vous êtes au chômage, mais aussi quand vous travaillez. Donc quand je vous dis ça, vous allez peut-être vous dire, oh aïe aïe, 3h30, 4 heures, c'est-à-dire une demi-journée supplémentaire de travail, entre guillemets, dans une semaine, c'est beaucoup, il va falloir les caser, c'est vrai. Vous vous rendez bien compte, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est très facilitant de s'en occuper quand on est en période de jachère, de chômage, de transition, parce qu'effectivement, là, on peut prendre l'habitude, et quand on retrouve un job, à ce moment-là, on emmène l'habitude avec soi. L'idée étant que vous allez prendre l'habitude maintenant, mais qu'ensuite vous allez la garder, quelles que soient les circonstances de votre vie, y compris si vous vous remettez à travailler. Changez l'ordre de vos priorités. Pour certaines personnes, la priorité, c'est de partir en vacances. Pour certaines personnes, la priorité, c'est d'acheter une résidence principale et c'est d'avoir une maison avec un jardin, peut-être même avec une piscine, pour pouvoir abriter sa famille, son chien, son chat, ses poissons rouges et inviter des amis. Tant que vous êtes dans ce type de priorité, à ce moment-là, vous utilisez votre argent pour des choses qui sont malgré tout de la consommation. Alors vous allez dire une maison, ça reste. Oui, je suis d'accord, une résidence principale, ça reste. Mais pour le coup, une résidence principale, ça n'est pas d'investissement. C'est-à-dire que ça ne vous rapporte pas d'argent. Et donc, si vous voulez demain avoir cette bonne santé financière, c'est-à-dire avoir des revenus supérieurs à vos besoins mensuels, il va falloir regarder à changer l'ordre de vos priorités, c'est-à-dire à commencer à vous dire, l'argent que j'ai aujourd'hui, il me sert d'abord à investir et ensuite, eh bien, quand j'aurai bien investi et que j'aurai assuré en quelque sorte ce matelas de sécurité, alors mes investissements vont aussi me rendre plein de choses en termes de confort, en termes de sortie, en termes d'opéra, en termes de bons restos, en termes de vacances, voire même beaucoup de vacances d'ailleurs, en termes de maisons, de résidences principales, secondaires, etc. Mais pour ça, il faut d'abord s'intéresser à investir avant de s'intéresser à ses vacances. Et il faut accepter que peut-être que les vacances, je peux m'en passer parce que ou en tout cas ne pas faire les mêmes, c'est pas tellement se s'en passer, c'est ne pas faire les mêmes, mais du coup utiliser les 1000 euros, les 2000 euros, les 3000 euros que j'aurais utilisés pour les vacances, que je vais pouvoir placer et qui vont m'assurer mon matelas de sécurité pour que l'année prochaine, si jamais je suis au chômage, parce que je ne le suis pas encore, je ne m'inquiète pas et je n'ai pas besoin d'être dans un stress immense parce que mon revenu est descendu en dessous de la barre de mes besoins.
La quatrième étape, une fois qu'on va avoir compris le principe, qu'on va avoir décidé de s'intéresser à ses finances, qu'on va être d'accord que ses priorités vont devoir changer. Priorité, j'ai parlé de vacances, j'ai parlé de vêtements, j'aurais pu parler aussi enfin, j'ai parlé de vacances, j'ai parlé de maison, j'aurais pu parler de vêtements aussi, ou de sorties. Tout ça, ça fait partie de priorités qui rendent la vie plus agréable. Mais la question est que si vous utilisez vos euros à cet endroit-là, vous ne les utilisez pas pour investir. Et puis, donc la quatrième étape, ça va être de faire le bilan. Donc de faire le bilan de ce que vous avez aujourd'hui et de ce que vous aurez demain. C'est une étape extrêmement importante. Vous allez me dire, elle est évidente. Pas franchement. Je connais peu de personnes qui se posent à un moment donné pour regarder combien ils ont d'argent, d'où il vient, quel est le taux d'intérêt auquel ils l'ont investi. Donc, autrement dit, pour faire un bilan du point de départ. Et quand je demande à mes clients de faire cela, généralement, il se produit toujours un truc assez intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'ils réfléchissent, ils trouvent des choses. Donc, il y a quand même un certain nombre qui, tout d'un coup, se mettent à se poser, à réfléchir, et puis ils disent, ah oui, mais alors attendez, l'assurance vie là que j'ai souscrit, ça compte? Oui, ça compte. Le produit de retraite que j'ai souscrit, ça compte? Oui, ça compte. C'est pour ça que je vous disais, l'argent que vous avez aujourd'hui et l'argent que vous aurez demain. Parce que si vous regardez, peut-être que vous pouvez vous dire, tiens, aujourd'hui, voilà ce que j'ai. Dans 5 ans ou dans 10 ans, voilà ce que j'aurai. Parce que vous avez des produits qui arrivent à terme, parce que vous avez vous serez dans 10 ans à la retraite, parce que aussi, et peut-être que vous avez aujourd'hui une pension alimentaire que vous n'aurez plus ensuite, donc ça peut aussi diminuer, c'est-à-dire ça peut être en augmentation ou en diminution. Et puis il y a aussi autre chose dont il faut prendre en compte, ben, c'est toute la partie héritage. Alors, vous ne ferez jamais mourir personne à penser à l'héritage, soit dit en passant, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être outrées parce que la réponse est non. C'est juste faire un bilan de votre situation et prendre l'argent pour ce qu'il est, à savoir de l'argent. Plus vous prendrez l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour de l'argent, moins il y aura de projection derrière, moins il y aura de c'est bien, c'est mal, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin bon, en tout cas c'est bien, c'est mal. Et plus vous allez effectivement vous en sortir au niveau de votre bonne santé financière. Donc, regardez ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous aurez demain, ce que vous aurez dans 5 ans, ce que vous aurez dans 10 ans, ce que vous aurez dans 20 ans. Faites le bilan parce qu'à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir réfléchir à une stratégie pour que vos revenus soient supérieurs à vos besoins. Donc, j'aime beaucoup ce petit chat qui manifestement est en train de lui aussi de réfléchir à sa stratégie pour s'occuper de ses besoins à venir. Faites comme lui. Là aussi, ça veut dire du temps, ça veut dire se poser et se poser avec la bonne question, à savoir demander à votre cerveau, à votre matière grise, de vous donner une réponse à comment je fais à partir de la situation telle que je l'ai posée, c'est-à-dire la situation actuelle, pour créer des revenus automatiques, pour créer des revenus à partir d'investissements qui vont me permettre d'avoir, dans toutes circonstances, des revenus supérieurs à mes besoins. Donc tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le détail des revenus automatiques. Donc j'ai parlé des revenus automatiques naturels. Il y a les revenus automatiques effectivement également que l'on crée à partir d'investissements. On va investir du temps, on va investir de l'argent. Qu'est-ce qu'on va trouver comme grand domaine, comme grand champ de revenus automatiques? Et je vais sûrement en oublier parce qu'il y en a encore. Et qu'il y en a aussi à inventer. Donc c'est aussi à vous d'inventer des choses. Eh bien, vous avez spontanément, on va penser aux produits financiers. Je vous ai parlé du livret A, c'est un produit financier. Donc, je vais investir là pour le coup de l'argent qui va me rapporter, qui va gagner de l'argent. Donc, la bourse va marcher aussi. Hein, il n'y a pas que le livret A à 1,25%. Vous avez également, bien sûr, l'immobilier. Vous avez aussi tout ce qui va être création d'une entreprise, création d'une activité, à condition que au début ou rapidement, vous pensiez à comment je ne suis pas, moi, la cheville ouvrière de l'ensemble, parce que tant que vous êtes la cheville ouvrière de l'ensemble,
alors vous n'êtes pas dans du revenu automatique, vous êtes dans du travail. C'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que les entrepreneurs, pour la plupart, étaient des employés déguisés. Pourquoi? Des salariés déguisés. Pourquoi? Parce que ils sont la cheville ouvrière de leur activité. Et pour savoir si vous êtes la cheville ouvrière de votre activité, c'est pas compliqué, c'est imaginer que vous partez 6 mois en vacances. Si votre revenu est identique au bout des 6 mois, ou à peu près identique, il peut y avoir une petite baisse, mais a priori votre revenu a assez peu baissé, alors vous êtes dans du revenu automatique. Si vous partez 6 mois en vacances et pendant que ce temps-là, vos revenus dégringolent ou sont réduits à zéro, alors vous n'êtes pas dans du revenu automatique et vous êtes dans du salariat déguisé, c'est-à-dire que vous échangez votre temps contre du travail, contre de l'argent, pardon. Donc là, c'était la création d'entreprise, la création d'une activité, si vous n'êtes pas la cheville ouvrière. Un des outils des revenus automatiques, c'est Internet. Alors on pourrait dire en soi, c'est juste un outil, un support de création d'activité, et c'est pas faux. On va considérer le marketing relationnel ou le marketing du réseau comme étant aussi un pourvoyeur de revenus automatiques. Les machines automatiques, les distributeurs automatiques de tout et de n'importe quoi sont des revenus automatiques. Si demain vous avez un distributeur de boissons quelque part, la personne qui est possesseur du distributeur de boissons a un revenu automatique. A priori, il n'est pas derrière la machine pour donner les boissons les unes après les autres, pour donner les canettes les unes après les autres. Vous mettez un sou, la canette tombe et il vient une fois tous les X temps récupérer l'argent. Donc on est bien dans un revenu automatique. Et puis pour plaisanter et pour ouvrir un petit peu le champ, je parlais l'autre jour avec un ami justement de revenus automatiques et la conversation avait fini et il me dit « Ah mais ça y est, j'ai trouvé qu'est-ce que je vais faire comme revenu automatique ?» et en me disant en fait, je vais faire un élevage de souris parce qu'il me racontait que quand il était petit, il avait 2 souris dans la cage, je crois, 6 semaines après, il y en avait 30. Donc il dit, ça y est, j'ai trouvé un revenu automatique intéressant. Vous prenez 2 souris. Généralement, vous avez forcément une femelle dans les deux. C'est vraiment pas de peau parce que à tous les coups, ça marche. Donc vous les mettez toutes les deux dans la même cage. 6 mois plus tard, 6 semaines plus tard, vous avez une trentaine de souris. Et puis, vous vous débrouillez pour trouver une animalerie qui pourrait avoir soit envie de vendre des souris, ça peut être une chose, mais pour peu qu'elles vendent des bestiaux qu'ils appellent des reptiles, il se trouve que les reptiles mangent des souris. Je suis un peu, ne faites pas berque derrière votre ordinateur. Je vous assure que c'est la vie, c'est la chaîne de la vie. Et donc, vous pourriez très bien imaginer qu'effectivement, vous vendez vos petites souris, les regardez pas trop parce qu'après, vous ne les vendrez plus parce que vous ne voudrez pas que les serpents les mangent, mais que vous revendrez à un monsieur qui a des serpents ou à une animalerie qui vend du serpent ou que sais-je. Ça s'appelle un revenu automatique. Pourquoi? Parce qu'a priori, c'est les souris qui font le boulot. Vous avez certes à nettoyer les cages quand même, il y a un petit peu de travail, mais enfin, vous n'allez pas tous les jours au boulot à 9h pour repartir à 19h. Néanmoins, je ne sais pas combien ça rapporte, parce qu'à mon avis, le prix à la souris n'est pas très élevé. Après, vous pouvez imaginer plein de choses différentes. Hein, si ce n'est pas ça, ça peut être voilà, des pommes de terre, des criquets, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Des poissons, pour donner à manger à ce chat qui n'attend que vous. En tout cas, point numéro 5, quelle stratégie pour que vos revenus soient supérieurs à vos besoins. Et puis, eh bien, le 6, c'est qu'une fois que vous avez atteint ce palier-là, qui est vraiment un palier indispensable, vous allez, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent aller plus loin, réfléchir au chemin vers la liberté financière. Et le chemin vers la liberté financière, eh bien, c'est de dire, maintenant, non seulement je veux couvrir mes besoins minimums, mais je veux aussi que dans toutes circonstances, j'ai aussi largement de quoi faire sans avoir particulièrement à travailler. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 6 pour ceux qui veulent. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, pour moi, l'obligation, c'est véritablement d'intégrer qu'il vous faut absolument faire ce qu'il faut pour que vos revenus soient supérieurs à vos besoins, indépendamment de votre travail. Cela veut dire ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, ça c'est évident. Je prends généralement cette image en disant comment serait votre vie si vous aviez
un seul ami. Et vous dites, voilà, j'ai un seul ami. Est-ce que vous trouvez que vous seriez dans une situation sympathique, rassurante, ou au contraire, vous seriez plutôt inquiet? J'imagine que vous seriez un peu inquiet en disant, et s'il disparaît, je fais quoi? Imaginez que si vous êtes indépendant, vous avez un seul client. Vous savez, au fond de vous, que la situation n'est pas saine, que la situation n'est pas normale. Alors, pourquoi est-ce que vous voudriez avoir une seule source de revenus, à savoir votre activité salariée, votre activité professionnelle, tout en donnant en plus la clé de cette source de revenus à quelqu'un d'autre? Donc, non seulement vous prenez un risque puisque vous avez une seule source de revenus, mais ensuite, et qui peut disparaître, mais ensuite, ça n'est pas vous qui décidez à quel moment. On pourrait imaginer aussi que vous ayez, que je vous dise, ben voilà, vous avez une seule chance, il y a un seul emploi dans toute la ville ou dans tout le monde que vous puissiez remplir. Donc surtout, ne vous loupez pas. Bonjour, le stress. Donc pour être plus confortable, bien sûr, vous avez besoin aussi de diversifier vos revenus. Ça fait partie des stratégies pour avoir des revenus au-dessus de ces besoins mensuels. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. J'ai un tout petit peu dépassé l'heure, je pense. Pour aller plus loin, deux choses. Je vous ai déjà donné donc www.clé-de-la-réussite.fr, c'est mon site officiel. Vous allez trouver plein d'informations, mais aussi vous allez pouvoir télécharger mes 7 conseils de prospérité. Donc je vous suggère vraiment d'y aller, d'aller voir sur www.clé-de-la-réussite.fr. Et pour ceux qui eh bien, ont trouvé que ça serait quand même un peu sympathique d'être ce monsieur qui dormait dans la vue précédente, eh bien, vous avez tout un tas d'astuces et de conférences gratuites. Je suis un peu concurrence à Michael pour l'instant là, qui sont sur les rendez-vous de l'indépendance financière.com. Donc, les rendez-vous de l'indépendance-financière.com, c'est un sommet sur l'indépendance financière, sur l'investissement, sur l'argent, qui se poursuit, donc qui a déjà commencé depuis le début de la semaine, qui se poursuit encore pendant, donc vous aurez une conférence demain, mais vous aurez aussi des conférences toute la semaine prochaine. Donc, on continue un petit peu plus loin que le passeport pour un emploi. Vous avez tous les jours une conférence différente et vous pouvez, quand vous voulez, aller chercher justement des informations supplémentaires sur tous ces outils dont je viens de vous parler. Voilà, donc vous avez 2 bonnes adresses. J'entends que Mika est revenu en ligne et donc maintenant c'est l'heure des questions. Merci Nathalie. Effectivement, j'ai remis mon micro en route afin de recueillir vos questions. Donc allez-y. En tout cas, bon, avant, je vais vraiment te remercier. J'ai pris également pas mal de notes durant cette heure. J'espère que vous, toutes et tous qui est dans la salle, avez pris également des notes parce que c'est vrai qu'il y avait quand même, il y avait des fondations hein, pour construire une fondation, c'est comme pour construire la fondation d'une maison. Hein. Et c'était vraiment génial parce que je me suis aussi reconnu dans les montagnes russes que tu disais. Qui ne se reconnaît pas dans les montagnes russes? Voilà. Et donc, donc allez-y, posez des questions à Nathalie. Si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu peut-être, parce que là, c'est vrai qu'il y a eu peut-être, je sais pas si vous avez des questions un peu plus techniques, des questions moins théoriques. Est-ce que vous avez besoin de savoir comment placer votre argent un peu mieux ou alors, première question, c'est faites-vous des formations à distance? La réponse est oui. Voilà. Donc, alors j'ai une particularité, enfin, j'ai deux marques de fabrique, on va dire ça comme ça. La première je vais même en mettre une troisième, allez, on va y arriver. 3 marques de fabrique. La première, c'est que je parle d'argent, ce qui n'est largement pas très habituel dans notre beau pays de France. La deuxième marque de fabrique, c'est que j'ai l'habitude d'appeler un chat un chat. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte dans cette conférence, et que je tourne assez peu autour du pot sur un certain nombre de choses, et qu'il y a aussi des choses parfois qui sont, on va dire, des comportements un petit peu
alors je ne sais pas si c'est hypocrite, mais enfin c'est socialement, politiquement correct, qui, je trouve, nous font perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et qu'on peut aussi aller un tout petit peu plus droit au but, ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième marque de fabrique, c'est que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Voilà. Donc, comme je travaille sur l'indépendance financière, cela suppose que d'une part, je suis indépendante financièrement, et d'autre part, que j'utilise les différents outils dont je parle. Et donc, entre autres outils, ben, il y a effectivement Internet, qui est donc un des outils dont je me sers, et j'ai donc créé une formation qui s'appelle Richesse et Liberté, qui est donc une formation à distance. Et puis, j'utilise aussi des trucs qui s'appellent Skype, le téléphone et autres. Et ça, c'est plutôt pour les entretiens individuels. Voilà. C'était pour répondre à la question. Voilà, tout à fait. En même temps, ça fait une petite partie promo. Tu as eu entièrement raison. Et d'ailleurs, j'ai dit de te remercier de ta réponse. Alors, voilà. Alors, il y a une question de Céline. Les questions commencent à arriver. Ça y est, elles ont un peu de mal à venir. Et puis, allez-y, allez-y. Voilà, il y en a une grande. Alors, ça n'arrête pas. Fallait pas demander. Hein. Alors, Céline te pose la question suivante. Est-ce possible d'avoir cette bonne santé financière lorsqu'on est une femme seule, entre parenthèses, devant donc subvenir aux besoins de sa famille et avec peu d'économie? Oui, la réponse est oui. Alors, d'une part, je vous disais tout à l'heure que généralement la vie on commence à se bouger dans la vie lorsqu'on est en face du problème. Et donc, bien sûr que être une femme seule avec une famille dont il faut assurer la subsistance, c'est quand même un des cas de figure compliqués dans une vie et où effectivement il y a à faire face à des choses qui sont largement pas simples. Donc je pourrais vous dire, à partir du moment où vous comprenez ce que je vous raconte et où vous intégrez ces notions de bonne santé financière, vous pourriez vous dire, si je m'en étais occupé il y a 10 ans, ça serait drôlement mieux. Parce qu'effectivement, si vous en étiez occupé à 10 ans, vous ne seriez pas aujourd'hui probablement dans le même stress ou dans la même frustration, dans les mêmes difficultés que celles que vous avez aujourd'hui. Maintenant, on ne réécrit pas l'histoire. Et donc, la deuxième chose, c'est puisque vous ne l'avez pas fait il y a 10 ans, c'est de commencer dès aujourd'hui à intégrer que même avec de faibles économies, avec effectivement probablement une situation financière plus tendue que pourraient rencontrer d'autres personnes, vous avez des choix à faire pour que votre argent travaille sans vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est puisque vous ne l'avez pas fait avant, vous allez le faire maintenant, mais donc dès maintenant et donc en intégrant qu'il faut que vous travailliez à comment je fais pour faire travailler mon argent. Voilà. Le principe, merci Nathalie. Le principal est vraiment de démarrer tout de suite. Ouais. Le principal est de démarrer, le principal est d'avoir intégré effectivement les bases, les fondations, comme tu disais, Michael, et et surtout de ne pas dire ni je le ferai plus tard, parce que pour l'instant la situation est compliquée, ça ne va pas se résoudre de soi-même. Ce que je vous disais tout à l'heure est toujours juste, c'est que le plus tard, il y a peu de chance, à moins qu'il y ait un miracle, mais je ne les connais pas les miracles. Donc, et c'est quand même un peu rare. Et puis en plus, quand on démarre plus tard, ça veut dire que ça fait autant d'années dont on ne profite pas. Donc, c'est maintenant qu'on démarre et c'est à hauteur de ses moyens. Parce que bien sûr que pour certaines personnes, ça va être plus simple que d'autres. Mais pour autant, il faut rentrer dans la démarche. Merci pour ce complément de réponse. Alors, il y a une autre question de Marina. Marina qui pose la question suivante. Bonjour, lorsqu'on crée son entreprise et que l'on veut s'installer dans une boutique, que conseillez-vous? Commencer par une boutique à un petit prix ou bien se dire que l'emplacement est en gage de réussite? Faire une demande de prêt et ne pas avoir peur d'investir. Alors, la réponse est probablement entre les deux, Marina. D'abord, la question c'est est-ce que vous avez besoin d'une boutique? Donc, vous pourriez dire oui absolument ou non. Encore une fois, aujourd'hui, on a un truc qui s'appelle Internet. Sur Internet, il y a un truc qui s'appelle une boutique en ligne.
Vous pourriez d'ailleurs avoir besoin d'une boutique et aussi ouvrir une boutique en ligne. Et le miracle d'une boutique en ligne, c'est qu'il n'y a pas besoin d'investir autant que dans une boutique physique. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est de bien vérifier que vous avez besoin de la boutique. La deuxième chose, c'est de vérifier de quelle surface vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire au travers de cette envie de boutique, de faire la distinction entre ce qui est probablement ce que je vais appeler du luxe ou du confort ou de l'apparat avec ce qui est vraiment de la nécessité. Ça, c'est une première partie de réponse. Maintenant, une fois que vous avez fait la distinction entre le confort d'un côté et la nécessité de l'autre, alors, j'allais dire, oui, il vous faut, si vous ouvrez une boutique, si vous avez absolument besoin d'une boutique pour votre activité, alors oui, il vous faut un bon emplacement. C'est-à-dire on n'investit pas dans une boutique, alors je vais vous citer un exemple, au fin fond du Vercors, voilà. Mais je dis ça parce que j'ai d'ailleurs une personne qui m'en a parlé récemment. Mais on ne s'installe pas au fin fond du Vercors parce que c'est moins cher, sous prétexte que lorsqu'on est à Paris, on a du mal à payer son loyer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à Paris, il y a des clients, dans le Vercors, je ne suis pas sûre. Et que, deuxième chose, c'est que si on n'a pas réussi à trouver des clients à Paris, je ne suis pas sûre qu'on arrive à trouver des clients dans le Vercors. C'est-à-dire, il y en a aussi, il y en a moins, mais il y en a aussi. Mais je ne suis pas sûre que si on n'a pas développé les compétences pour trouver et savoir capter de la clientèle à Paris, qu'on arrive à le faire dans un autre secteur. Donc, par rapport à une boutique, oui, l'emplacement est primordial. Alors, dans les emplacements primordiaux, il y a sûrement du AAA, du AA, du A et du B+. Donc, à vous peut-être voilà, de descendre un poil s'il y a besoin au niveau financier, mais en étant conscient que si la nécessité financière fait que vous n'avez pas un emplacement de triple A, ben peut-être que l'emplacement double A, ça va être un poil plus difficile qu'avec l'emplacement triple A. Tout à fait. Et si je peux me permettre, je rajouterais, puisque comme tu le sais, j'ai une double expérience. Oui. Je ne sais pas si à la fois sur Internet, parce que j'ai avec le e-commerce, et à la fois également via une vraie boutique. Hein. Et c'est vrai, je ne vais pas dire que alors, les deux sont choses très. Il faut quand même du travail, il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts. C'est clair. Voilà. Mais il est vrai qu'il est quand même plus simple de gérer une boutique de e-commerce que de gérer une vraie boutique avec des horaires fixes, avec des frais fixes qui sont parfois exorbitants. Et alors, absolument. Voilà. C'est clair que, alors, tu as raison de dire qu'une boutique sur Internet, ça n'est pas, enfin, il y a du boulot. C'est pas, ça crée des problèmes, notamment en termes de visibilité, parce que à la rigueur, vous avez une boutique, eh ben, on passe devant, on vous voit. Peut-être qu'on passera pas la porte, mais au moins les gens vous voient. Vous mettez une grande pancarte rouge, ils vous manqueront pas. Hein, voilà. Sur Internet, la pancarte rouge, c'est un petit peu plus difficile à créer, donc il y a plus de problèmes pour avoir des gens qui viennent vous voir. Maintenant, il y a une différence d'investissement qui n'a strictement rien à voir. Voilà. Et donc, pour juste compléter, et après on va passer à la question suivante. Oui, tout à fait. Voilà, parce que là, c'est aussi un peu du coup, tu es rentré dans mon domaine un petit peu. Si vous voulez avoir une pancarte rouge, vous pouvez également vous servir comme levier eBay, Le Bon Coin et aussi Presse Ministère. Donc, ça peut être des leviers de clients potentiels à l'appel. Voilà. Merci pour d'avoir nommé les pancartes rouges d'Internet. Je suis désolé, Nathalie, mais j'étais obligé. Mais t'as raison. Parce que c'est mon domaine. Ouais, ah, mais t'as raison, c'est chouette. Non, mais très chouette. Vu que c'est mon domaine, c'est vrai que. Alors, ensuite, Joël. Alors, Joël, recontacte Nathalie via son email et donc, parce qu'il y a Joël qui t'avait contacté a priori. Et en fait, il faut savoir qu'on reçoit énormément de mails, que ce soit ou les uns ou les autres, et souvent, ils passent dans la boîte spam. Donc, Joël, essaie de recontacter Nathalie. Alors,
Oui, Par alors non, email. soit ça passe par à la boîte spam, soit ça ne passe pas dans les spams d'ailleurs, mais c'est juste que D'accord. j'en reçois effectivement énormément. Petite précision qui d'ailleurs va vous servir et pour moi et pour tout le monde en général. Donc, par rapport aux mails, euh, il faut savoir d'une part que très souvent, donc je reçois énormément de mails, bien évidemment, il n'y a pas que moi, et très souvent, les mails que je reçois sont des mails où la personne va m'écrire 10 lignes, 20 lignes, 30 lignes. Alors, il y a une chose, c'est que plus le mail est long, moins je le lis. Et il n'y a pas que moi, quand je dis je, c'est plus le mail est long, moins l'interlocuteur le lit. Pourquoi? Parce que c'est plus fatigant qu'un mail très court. Voilà, tout simplement. Et puis la deuxième chose, c'est que je reçois beaucoup de mails et je ne réponds jamais à ce type de mail. Donc Joël, ça n'est pas du tout une attaque personnelle parce que je ne sais pas ce que vous m'avez écrit. Mais je reçois beaucoup de mails où la personne va me dire des choses, mais par exemple ne me pose pas de questions. Donc, c'est ce que je vais appeler un partage. Donc, je suis super contente, d'ailleurs, je les lis, je suis super contente du partage, mais à partir du moment où il n'y a pas de question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas vous répondre pour vous dire oui, j'ai bien lu. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, généralement, il n'y a pas de réponse. Donc, si vous voulez une réponse, tout ça pour globaliser, généraliser, quand vous écrivez un mail à quelqu'un, essayez de faire court, essayez de faire direct, c'est-à-dire qu'il sache dès la deuxième, troisième ligne ce que vous lui voulez, et pas je commence par raconter ma vie et à la fin du mail, je vais vous dire ce qu'il en est, parce que alors ça passe pas. Tu pourras me dire, Michael, ce que tu en penses, mais voilà. Et Tout à puis, fait. troisièmement, posez une question ou faites ce qu'on appelle en marketing un appel à l'action, c'est-à-dire demandez à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire de votre mail. Je vous garantis que le nombre de fois où je reçois des mails où je reste devant en me disant mais qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas, si je dois répondre, si je ne dois pas répondre, pourquoi, comment. J'en ai reçu encore un tout à l'heure, justement d'une personne qui me l'a renvoyé en me disant t'as vu mon mail? Et j'ai relu son mail et en me disant mais qu'est-ce qu'elle attend de moi? Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je dois lui donner comme réponse parce que sa question n'est pas claire. Parce que, alors, il y a ceux qui n'ont pas de questions, puis il y a ceux qui ont des questions pas claires. Et donc, je ne peux pas répondre. Voilà. Donc, et des fois, la solution la plus simple quand ça me demande trop de temps à réfléchir à qu'est-ce que je dois répondre, ben, c'est qu'effectivement, je ne réponds pas. Et effectivement, et puis même, ça peut même vous servir quand vous allez ben, rechercher un job, hein, ou si vous voulez créer Absolument, votre tout à job, fait. C'est hein, tout à fait je veux générique, hein, dire, ce que je dis, oui. parce que voilà, ça s'applique pas que Pas que à à envoyer un moi. email, voilà. Mais c'est vraiment générique, comme dit Nathalie. Et effectivement, soyez précis, clair, et même quand vous allez rechercher un job, si vous êtes clair dans votre tête, si vous êtes clair dans ce que vous voulez faire, eh ben, ça sera beaucoup plus simple pour trouver le job. Et puis même, et comme là on était dans l'indépendance financière, et puis même pour mettre de l'argent de côté. Parce que si vous savez que tous les mois vous devez mettre, comme disait Nathalie, même un petit peu, même 50 euros, vous pouvez commencer par 50 euros par mois, et ben c'est toujours 50 euros. Et dans un an, ben, ça vous fera 600. Mais comme disait Nathalie tout à l'heure, c'est vrai que j'ai vraiment noté beaucoup de choses. Cette conférence était vraiment intéressante, j'espère que vous aussi. Et je pense aussi, d'ailleurs, elle sera en rediffusion à partir de demain pendant 24 heures. Mais commencez dès maintenant, Nathalie l'a souvent répété, et c'est vraiment très important. Commencez. C'est jamais trop tard. T'as d'autres questions? Oui, il y a une question de Pascal. Alors, Pascal qui me dit, comment fait-on avec 450 euros par mois pour, pour subvenir à ses besoins, garder espoir et pouvoir se payer un coach comme vous? Alors, peut-être que ça ne sera pas possible de se payer un coach comme moi. Mais par contre, sauf que j'interviens assez souvent de manière gratuite et que donc, faute de pouvoir payer pour avoir une formation personnalisée, je ne dis pas que la formation d'abord qui prend du temps, ou la formation personnalisée, c'est l'équivalent d'une conférence, c'est évident que c'est différent. Néanmoins, vous pouvez aussi travailler avec tout le matériel du gratuit. C'est-à-dire aussi bien moi que d'autres personnes qui proposent des choses gratuites et faute de pouvoir aller un cran plus loin, c'est déjà commencer par exploiter au maximum tout le gratuit que vous avez. Non seulement
de l'écouter, parce que ça c'est une première chose, mais aussi de l'exploiter. Il y a une chose que l'on fait mal, c'est que l'on n'exploite pas, on n'utilise pas tous les trucs, toutes les astuces, tous les conseils, toutes les informations qu'on récupère dans des conférences gratuites. Or, il y en a énormément, il y a de la lecture gratuite, il y a des blogs, il y a des conférences, il y a plein de supports qui permettent effectivement d'avoir de l'information gratuitement. Et cette information, c'est pas parce qu'elle est gratuite qu'elle n'est pas de qualité. Donc, déjà, vous avez toute cette possibilité-là. À partir de ça, exploitez au maximum pour commencer à faire les premiers pas. Et avec ces premiers pas-là, vous allez vous rendre compte que vous allez peut-être pouvoir passer au pas suivant. Ça, c'est la première chose. Par rapport à garder le moral, j'allais dire, ça, vous pouvez le faire aussi en vous aidant avec d'autres intervenants, des conférences gratuites. Et puis, je vais vous donner un petit truc très concret pour sentir que vous avez la maîtrise de vos finances ou que vous avez un certain contrôle sur vos finances. Tout à l'heure, Michael disait effectivement commencer à économiser, et il a raison, en début de mois, et même si c'est 50 € de côté, c'est déjà ça. Néanmoins, 50 €, c'est énorme pour un certain nombre de personnes. Et c'est, par exemple, si vous avez 450 € par mois, c'est énorme pour vous, c'est évident. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser la tirelire. Utiliser la tirelire, c'est vous achetez une tirelire, vous fabriquez une tirelire, parce que ça peut être aussi très sympathique de se fabriquer à partir d'une boîte, d'un pot, de mettre des jolies images, de coller des jolies images dessus. Bref, vous trouvez un support qui sert de tirelire et vous allez tous les jours mettre une pièce dedans. Et je dis bien tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas le lundi j'y pense et puis le mardi j'oublie. C'est je mets le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Ça peut être tout le temps la même pièce, de 20 centimes à 50 centimes à 1 € ou à 2 €, pourquoi pas. 2 €, ça fait déjà une belle somme, ça y est en passant. Mais ça peut être aussi des pièces différentes en fonction de ce que vous avez dans votre porte-monnaie, dans votre sac. Peu importe. Par contre, ce qui est important, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est une première chose. Que si vous mettez 1 € par jour, et peut-être que 7 € par jour, il ne va pas vous manquer. Parce qu'en définitive, c'est ça, soit mettre 1 € dans la tirelire, soit aller prendre un café au bar. Et bien, tout compte fait, vous allez vous dire, ok, je mets mon euro dans la tirelire, je ne boirai pas mon café au bar. Et bien, vous aurez, à la fin du mois, vous aurez économisé 30 €. Vous vous rendez compte de l'immensité de la somme quand on gagne 450 €. Et si vous ne pouvez pas sortir 1 € par jour, ça peut être 10 centimes. Mais par contre, ce qui va compter, c'est de le faire tous les jours pour ancrer cette habitude d'économie et pour ancrer cette habitude que quoi que vous fassiez, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas d'argent, en fait, vous en avez. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent, on est des gros menteurs. Parce qu'il y a quelques personnes qui arrivent à certains moments dans un mois avec véritablement zéro. J'en connais. Je connais quelques personnes qui, à un moment du mois, arrivent avec zéro. Zéro sur un compte en banque, plus la possibilité d'en tirer, et qui concrètement ne peuvent plus aller tirer d'argent, donc n'ont plus d'argent, en tout cas en espèces. Néanmoins, elles ont quand même des placards pleins, généralement, avec à manger dedans. Donc, elles ont encore quelque chose qui est matérialisable, peu importe. Toujours est-il que ça vous permet de vous rendre compte que même avec 450 €, si vous mettez 10 centimes tous les jours, ou 20 centimes, ou 50 centimes tous les jours, vous avez de l'argent et vous êtes capable de faire des économies. Donc c'est vraiment un petit truc très très important pour garder confiance. Il y a une dernière question, merci. Il y a une dernière question avant que l'on se quitte, une question de Patricia. Alors Patricia te demande comment peut-on placer son argent aujourd'hui le plus judicieusement possible? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Nathalie? Alors, je vais pas répondre. Non, je vais pas complètement répondre. Je vais vous dire, allez voir dans les rendez-vous d'indépendance financière, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que si vous voulez justement avoir des idées de placement qui soient des placements un petit peu différents et vous ouvrir l'esprit, c'est mercredi 9 avril qu'il faut que vous alliez écouter la conférence d'Edmond Faure,
Et le principe de l'indépendance financière, c'est que, sauf une exception qui est encore jeudi prochain, sans quoi les vidéos sont en ligne toute la journée. Donc vous avez n'importe quel moment de la journée, vous savez que le 9 avril, vous pouvez aller voir cette conférence justement sur des investissements, on va dire, judicieux, pour répondre à votre question. Néanmoins, pourquoi est-ce que je ne vais pas répondre plus que ça? Parce que le judicieux, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc c'est assez compliqué de parler d'investissement judicieux et que généralement, avant de commencer à regarder les investissements judicieux, il faut être d'accord de lâcher un certain, soit la sécurité, soit le conformisme. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que je veux absolument protéger mon argent de je ne sais pas quoi. Je veux quand même vous rappeler, sans être pessimiste ou extrémiste, que si le système mondial se casse la figure, on risque d'être non pas tous à égalité, mais égalité au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'on risque de ne plus avoir d'argent. Néanmoins, pourquoi on ne sera pas à égalité? Et je vais boucler là-dessus. C'est que si vous avez pris le temps de vous occuper de votre argent, si vous avez pris le temps de vous occuper de vos finances, de regarder ce qui se passe, etc., vous aurez cette fameuse compétence du nageur. C'est-à-dire que vous savez que même s'il y a de l'eau partout, vous pouvez nager. Alors que si vous n'avez pas appris à nager, eh bien, vous allez vous retrouver un peu angoissé parce que vous ne saurez pas comment vous en sortir. Voilà. Donc, 9 avril, ça me semble une bonne réponse à votre question. Et ben voilà, donc je vous remercie. Merci encore à toi Nathalie. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents donc aujourd'hui à l'occasion du premier passeport pour un emploi pour la conférence de Nathalie Cariou sur le thème de l'intelligence financière et de la maîtrise de l'argent. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence passeport pour un emploi. Bye bye Nathalie, bye bye tout le monde. Au revoir.